Voici des éléments de réponse bien abrégés de ce concours de l'ENSA juillet 2021. Je commence par l'exercice 1. C'est un exercice de mécanique. Donc, un joueur lance une balle de tennis de diamètre 5 cm. Prenez un crayon et soulignez les données numériques. Verticalement, il la frappe avec sa raquette quand le centre d'énergie de la balle est situé à une hauteur grand H égale à 2,25 mètres. Voilà, regardez le schéma, bien sûr par rapport au sol. Il lui communique alors une vitesse horizontale de valeur V0. On néglige les frottements, bien sûr, et on suppose que la trajectoire mobile dans ce repère est décrite par les positions occupées par le centre d'inertie de la balle, comme d'habitude, quand le temps s'écoule d'une manière continue. Bien, on donne la valeur de l'accélération de pesanteur G, le filet, voici sa hauteur, H égale 90 cm, et la distance, grande D, comme l'indique la figure, c'est 10 mètres. Voilà, et on vous demande de chercher ce V0. Donc voilà la situation. On lance une balle de tennis vers le haut et on la frappe en lui communiquant une vitesse horizontale de norme V0. Et c'est cette norme que l'on va chercher en se basant sur toutes les données numériques que vous allez souligner ou bien colorier pour mieux les exposer. Ça y est, voilà. Voilà comment il faut procéder. La première des choses à faire, c'est ce petit schéma rapide. Mais attention ici. Vous, moi et presque tout le monde, on a l'habitude de travailler dans un repère X, Y. Et on prend en général Y vertical. Ici, c'est un piège. On veut dans X, l'axe X qui est vertical, ou le non X. Faites attention à ça. Et ça, l'autre axe, c'est le Y. Voilà. Faites attention à ça. Donc, si vous avez déjà appris la formule d'une parabole, Y en fonction de X, vous allez tomber dans le piège. Ça y est. Donc, la première des choses, ça c'est l'axe X, c'est la verticale. L'axe horizontal, c'est Y. Vous schématisez toutes les valeurs numériques. Voilà le grand H, voilà le grand D, voilà le filet et sa hauteur. Et voilà le repère renommé I, c'est X, J, c'est Y. Voilà. On veut V0. Pour que le centre d'inertie de la balle passe à la distance verte qui est 35 cm. Voilà la condition. Donc, cherchez la vitesse V0 qu'il faut communiquer à la balle pour que son centre d'inertie passe au-dessus du fil de 35 cm. C'est ce que j'ai mis en vert. Ça y est. La première des choses à faire, c'est chercher l'équation de la trajectoire. C'est-à-dire exprimer X en fonction de Y. Vous avez l'habitude d'exprimer Y en fonction de X. Comment on fait? La deuxième loi de Newton. Système étudié, c'est la balle. Quelles sont les forces qui agissent sur la balle dans l'espace? C'est son poids. J'écris P égale MAG. Ça y est, et je projette sur OY, et je projette sur OX. Je trouve les équations horaires sur X, sur Y, ensuite sur X. Voilà, par projection, je trouve un système d'équations. Ça y est. Et j'élimine, je tire T de la une et je l'injecte dans la deuxième. Je dois chasser le temps T pour trouver l'équation de la trajectoire. Voilà. Donc, si vous voulez répondre à presque toutes les questions qui vont venir par la suite dans cet exercice, il faut trouver cette équation de la parabole. La voilà. Remplacez T par Y sur V0. Et vous obtenez cette équation 3, c'est l'équation de la courbe gamma. Gamma, c'est cet arc de parabole. Voilà, c'est vite fait, même pas une minute. Grand G, il appartient à gamma. Voilà, G, il appartient à la trajectoire. Donc, il vérifie cette équation. Ça y est, quelles sont les coordonnées de G? Les coordonnées de G sont, voici son X et voici son Y.
Ça y est. Voici son x. C'est h plus 35. Attention, il faut convertir 35 cm en mètres. Donc, il faut multiplier par 10 moins 2. Faites attention. Ensuite, le y, c'est 10 mètres. Ça y est. Donc, voilà g en mètres. Vous remplacez dans cette équation le x, 1,25, le y, c'est 10, et vous tirez votre V0 rapidement. Vous faites la méthode que vous voulez. L'essentiel, c'est tirer V0. Et là, voilà, c'est 10 racines de 5 mètres par seconde. Donc, il faut cocher B. Ça y est, c'est vite fait. Et je passe à la question Q22. La balle atteindra le filet au bout de la durée T1 après lancement. Ça veut dire chercher la durée T1 pour que la balle atteigne le filet. Ça y est, voilà comment il faut procéder. Voilà. On va chercher T à partir de l'origine O au filet. Je sais que Y égale V0T. Le mouvement sur X est un mouvement rectiligne uniforme. Son équation, en général, c'est X égale V0T. Ici, le X, il est appelé Y. Faites attention à ça. Mon Y, c'est grand D. Ou D, je la connais ici, 10. Et je tire le T. Voilà la durée T, au bout de laquelle la balle atteint le filet. C'est ceci. C'est un principe de 5 sur 5 secondes. Il faut donc cocher la réponse D. C'est vite fait. Vous voyez l'utilité de l'équation de la parabole? C'est très important. Voilà. Et je passe à Q23. La balle touchera ou bien atteindra le sol à la distance D1 du point de lancement. Ça veut dire ici, on vous demande la portée D1. Cherchez la distance D1. C'est un Y, puis c'est l'axe horizontal Y. Ça y est, voilà comment il faut faire. C'est le Q23. La balle touchera le sol. Lorsque la balle touche le sol, ça veut dire je n'ai plus de X. Parce que la courbe gamma coupe l'axe Y qui est horizontal. Lorsque la courbe coupe un axe, l'autre coordonnée est nulle. La courbe coupe Y, donc le X est égal à 0. C'est les maths. D'où 3 donne l'équation 3. Donc l'équation de la trajectoire. Je remplace X par 0. Voilà. Et je tire mon D1. Je trouve 15 mètres. C'est simple. Il faut utiliser les puissances de 10, vous simplifiez, vous utilisez le calcul mental sans calculette. Les calculs sont très simplifiés. Et donc, vous cochez la réponse A. Voilà pour cet exercice. On attaque maintenant l'exercice 2, toujours en mécanique. Et plus précisément, le mouvement circulaire uniforme. Lors d'un mouvement circulaire uniforme, est-ce que le vecteur vitesse, ça veut dire V fléché, est constant? Non, parce que, prenez la trajectoire circulaire, le vecteur V est tangent au cercle et la tangente à un cercle change de direction et de sens. Donc, ce n'est pas vrai. Le B, est-ce que la valeur de l'accélération est nulle? Non, parce que A, l'accélération A, est égale à AT plus AN. Il y a deux composantes, comme ici, regardez, voilà. A égale AT plus AN. AT égale dV sur dt, c'est le cours. Puisque le mouvement est uniforme, la vitesse, elle est constante. La dérivée constante, c'est nulle. Voilà, donc il n'y a pas de AT. Mais AN, elle est différente de 0. Ça y est, donc B, la réponse B, elle est fausse. Donc, la même chose pour C. L'accélération, le vecteur accélération n'est pas nul parce qu'il y a l'accélération normale. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voici l'argumentation. Donc, vous allez cocher D, ça y est, car voilà AT, voilà AN. Et dans le cours, vous avez vu que le vecteur accélération A, c'est deux composantes.
la tangentielle qui est tangente au cercle et la normale qui est à chaque instant perpendiculaire orthogonale à la tangente au cercle. AT par définition dans le repère de Freenit, AT égale dV sans flèche. C'est la norme, faites attention. Elle est nulle parce que V égale à 0, c'est uniforme. AN, quant à elle, c'est V carré sur le rayon R. R est constant parce que c'est un cercle. V est une constante parce que le mouvement est uniforme. Donc le rapport est constant. Ça y est. D'où, or, A égale à N plus 0, l'accélération tangentielle est nulle. Donc la norme de A se réduit à la norme de AN qui est constante. Donc la bonne réponse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est D. Voilà comment il faut le justifier sur votre brouillon. Voilà un exercice de la partie électrique. On va étudier une bobine d'inductance L de résistance grand R. On vous donne la loi qui régit la variation du courant dans cette bobine. Elle est telle que I de T égale A moins BT. Ça, c'est la loi qui commande la variation du courant à travers cette bobine. Bien sûr, I, c'est le courant, il est en ampères. T, c'est en secondes. A et B sont des constantes, bien sûr, qui dépendent de la configuration du circuit étudié. On vous demande, la question Q25, la tension aux bornes de la bobine à T égale à 0. C'est-à-dire, juste à l'instant où on va fermer l'interrupteur K. Et on nous demande la détermination de la date T1 pour que la tension aux bornes de la bobine s'annule. C'est très simple. Voilà comment il faut procéder. Un petit schéma, voilà la bobine, RL, voilà le I, voilà le UB. Voilà la loi de variation du courant I. Elle est donnée. Donc c'est une bobine dite résistive. Elle a une résistance. Ce n'est pas une bobine pure ou bien une inductance pure. On dit bobine ou bien inductance. C'est la même chose. Vous avez déjà vu dans le cours que la tension aux bornes d'une bobine, c'est sa résistance fois I plus L, la variation de I sur dt. Ça, il faut le connaître par cœur. Voilà le I, il faut le dériver. Remplacer I ici et remplacer la dérivée là. J'obtiens ceci. La dérivée de I par rapport au temps, c'est moins B, parce que la variable ici, c'est le temps. Et ça y est, voilà le UB. Ensuite, à l'instant T égale à 0, je remplace T par 0. Voilà la tension au bord de la bobine. Elle dépend de deux constantes A et B. C'est AR moins LB. Ça, c'est juste à la fermeture de l'interrupteur K. Ça y est. Quand est-ce que cette tension, elle s'annule? Ça, c'est une tension qui n'est pas nulle au bord de la bobine. On veut chercher l'instant au bout duquel la tension devient nulle au bord de cette bobine. Vous allez écrire UB égale à 0. Et vous allez résoudre l'équation UB est égal à 0. UB qui contient l'instant T. C'est celle-là. Voilà. Lorsque vous remplacez là UB par 0, remplacez T par T1 et vous tirez votre temps T1. Voilà la bonne réponse. Donc, il faut cocher D. Toujours, on est en électricité et plus précisément les oscillations électriques. On dispose d'un condensateur, bien sûr, qu'on charge complètement et on le relie à une bobine non résistive, c'est-à-dire qu'il n'a pas de résistance. Donc, le condensateur, en se connectant à la bobine, il va lui donner de l'énergie. Ça y est, se forme d'électrons. Et la bobine, elle va lui redonner son énergie. Et les électrons vont effectuer des allers-retours entre le condensateur et la bobine. Donc, il s'agit d'un oscillateur microscopique. C'est comme si vous aviez un pendule pesant ou un ressort, c'est-à-dire un pendule élastique. Donc là, il s'agit d'un pendule microscopique. Ce sont les électrons qui effectuent des oscillations entre le condensateur
et la bobine, et ceci est matérialisé sur l'écran d'un oscillo par cette courbe. Les électrons effectuent des allers-retours. Donc, qu'est-ce qu'on veut demander? Chercher l'équation différentielle de cet oscillateur électrique. LC, c'est un oscillateur électrique. C'est un circuit oscillant. Voilà. L'équation est donnée, voilà. Donc, on va cocher la bonne réponse pour l'équation différentielle de ce circuit. Ça y est? Bien sûr, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme et on va continuer les réponses. D'abord, voilà comment il faut procéder. L'exercice 4. Donc, d'après les lois d'additivité de tension, UC plus UL est nul. Je n'ai pas de générateur ici. Ça y est, c'est la loi des mailles. Je rappelle que petit u ou petit l, ça signifie que les tensions varient dans le temps. Il faut mettre petit u et petit u, UL, UC. Donc, voilà, je remplace UC, UL et j'obtiens ceci. Parce que UC, c'est 1 sur C, d de Q sur dt, plus LDI sur dt. UL, c'est L, DI sur dt. Ça y est, en remplaçant, j'obtiens cette équation. Donc, la dérivée seconde de I plus 1 sur LCI égale à 0. Donc, il faut cocher C. Ça y est. Et je passe à la question Q27. La solution de cette équation différentielle s'écrit, vous connaissez ça, elle est sinusoïdale, en exploitant cette courbe, voilà, cet oscillogramme, et l'équation différentielle, voilà, on va déterminer la valeur de l'inductance L, qui est en Henry. Donc, on vous demande déduire, en utilisant cette équation et l'oscillogramme donné, faites attention au calibre donné, voilà, sur la courbe, pour chercher L. Voilà, il faut chercher L. D'après la courbe, d'après l'oscillogramme, la période T0 propre de cet oscillateur, c'est 10 millisecondes. Donc, c'est 10 secondes. Faites attention, travaillez dans le système international, 6 secondes. Je sais que c'est 5 microfarad. Convertir en farad, très important. N'utilisez pas le microfarad, sinon ce n'est pas international. N'utilisez non plus pas millisecondes, c'est secondes. Voilà. Or, T0 est égal à 2 pi racine de LC. Ça, il faut le connaître dans le cours. Chaque fois que vous avez un oscillateur LC, voilà la période propre. Ça s'appelle la formule de Thomson, peu importe le nom. Ça y est, vous faites les calculs, élevé au carré ou bien divisé par LC. L'essentiel, c'est isoler L. Vous êtes des matheux, voilà, utilisez la méthode que vous voulez, la plus simple, isoler L. Voilà, j'ai isolé L et j'ai fait le calcul. Pi carré, c'est à peu près 10. Donc 4 pi carré, c'est 40. T0 carré, elle est donnée. D'après la courbe. Voilà, voici sa valeur. 10 moins 2 au carré, c'est 10 moins 4. Sur C, c'est 5, 10 moins 6. Vous simplifiez, utilisez les puissances de 10 et vous trouvez 1,5 Henry. Voilà, donc il faut cocher A. Maintenant, on va s'intéresser aux ondes. Donc ici, on va étudier une onde sonore. Je crois que vous avez déjà manipulé au laboratoire ou au moins traité ça dans un exercice. Voici 2 micros, M1, M2, séparés de D. Tous les deux reliés à un oscillo. Ça y est. Là, il y a un haut-parleur. Un haut-parleur qui envoie à partir d'un système, voilà, une onde sonore. L'onde sonore, elle est captée par M1 et M2 et on obtient 2 oscillogrammes sur la voie 1 et sur la voie 2. Faites attention aux divisions données. La voie 1, voici son calibre. Chaque division, ça veut dire chaque carreau, représente 1 volt. Ça, c'est pour la voie 1, c'est-à-dire la sensibilité verticale. Pour la voie 2, voici la sensibilité verticale. C'est 0,5 volts pour chaque division. La voie 2, c'est-à-dire cette courbe. Voilà.
chaque carreau représente 0,5. Alors que pour l'autre, chaque carreau représente 1 volt. C'est ça la sensibilité verticale. C'est vertical, c'est les volts. Alors que l'horizontal, c'est pour tout le monde. Il y a une seule base de temps. C'est la base du temps. Chaque division horizontalement, chaque carreau, chaque centimètre horizontalement, représente 1 milliseconde. Ça, c'est le balayage ou bien la sensibilité horizontale. Ça y est. Quel est le but? Le but ici, c'est chercher la longueur d'onde de cette onde sonore. En faisant la célérité de l'onde, c'est 340 mètres par seconde. Quelle est la période spatiale? C'est-à-dire quelle est la longueur d'onde de l'onde sonore issue de ce haut-parleur. Voilà. Et on va chercher la valeur numérique. Je veux lambda. On me donne la célérité. Je tire T de l'oscillo. Je convertis en secondes. D'après le graphe, je sais que lambda égale TV. Ça, c'est le cours. Il faut l'apprendre par cœur. Lambda égale TV. Ou bien lambda égale TC, s'il s'agit d'une onde électromagnétique. Ça y est, je remplace. En utilisant les unités internationales, je trouve lambda en mètres que je convertis en millimètres. Donc, il faut cocher C. Ça y est. Pour la question Q29, on veut demander la distance minimale pour satisfaire ces conditions. Tau, c'est 0,5 fois 1 milliseconde. Tau, c'est le temps qui sépare les deux sommets. Comme ça, regardez là. Voilà le sommet de la première courbe, le sommet de la deuxième courbe. Voilà, c'est ça le décalage horaire, tau ou bien delta t. Il faut le chercher horizontalement. C'est 0,5 fois, mais donc c'est un carreau. Un carreau, horizontalement, c'est 1 milliseconde. Donc 0,5 fois 1. Et que je convertis en secondes. Je sais que la vitesse égale d sur tau. Voilà la distance minimale. Je connais tau, je connais v, je tire dm. Je fais le calcul, je trouve ceci en mètres et je l'exprime en centimètres. Donc il faut cocher C. Toujours en aidant les éléments de réponse du concours et on est arrivé à l'exercice 6. Il s'agit de l'électricité, bien sûr. Voilà, rapidement, on vous donne ce circuit. Voilà, électrique, un générateur de FEM grand E, une résistance R, une bobine résistive, c'est-à-dire ayant une résistance petit R. On veut donner la conductance de 100 millihenry de la bobine, on veut donner sa résistance interne, la résistance grand R, on vous donne ces valeurs. Voilà, on vous donne même l'équation différentielle, elle est sous cette forme, c'est la loi d'additivité de tension. La tension au bord du générateur égale la tension au bord de R plus la tension au bord de la bobine. Vous allez aboutir à cette équation. On vous la donne. Et on vous donne aussi la variation de I dans ce circuit en fonction du temps. Ça y est. Question Q30. Cochez la bonne réponse. C'est-à-dire déterminer la FEM du générateur. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Voilà, c'est ça la question. Déterminer E en utilisant ces éléments donnés. Ça y est. Et voilà. On veut donner L. Il faut convertir. N'utilisez pas le millihenry, Henry, pour être dans le système international des unités. Le petit R de la bobine, grand R. L'équation différentielle. Donc, je veux E. Je vais exploiter la courbe. Vous prenez la courbe, le régime permanent est atteint lorsque la valeur de petit i prend la valeur grand I permanent, ou bien I indice 0. C'est à peu près, d'après la courbe, c'est l'asymptote horizontale à la courbe. Vous prenez la courbe, vous cherchez on vous donne déjà l'asymptote horizontale, vous la projetez sur l'axe vertical du courant. Et vous allez trouver à peu près 58 milliampères. C'est le graphe de la courbe de l'équation I égale F de T.
C'est-à-dire, en régime permanent, le courant I ne varie plus. Ce petit I, vous le remplacez par grand IP. Or, IP est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. D'où je mets là 0. Donc, chaque fois que je trouve petit I, je le remplace par IP. Donc, en régime permanent, cette équation différentielle devient ceci, grand IP, plus 0, puisque la dérivée d'une constante est nulle. En régime permanent, le courant prend sa valeur constante. C'est l'asymptote. C'est égal à EN. Et voilà, je déduis E égale ceci. J'ai toutes les valeurs numériques, voilà, demandées, et j'aboutis à E égale 14 volts. Donc, il faut cocher la réponse D. Très simple. Je passe à la question Q31. Voilà. La valeur de l'énergie maximale stockée dans la bobine est plus proche. Donc, une bobine, lorsqu'elle est traversée par un courant électrique qui varie, elle stocke avec le temps une énergie. Lorsque le courant atteint une valeur maximale, alors la bobine stocke une énergie maximale. Je sais d'après le cours que l'énergie stockée par une bobine, je le rappelle, l'énergie stockée par une bobine est stockée sous forme d'énergie magnétique, alors que pour le condensateur, elle est stockée sous forme d'énergie électrostatique. Donc, l'énergie magnétique stockée par une bobine, c'est 1/2 L petit I au carré. Ça, c'est le cas général. L'énergie magnétique, c'est 1/2 L petit I au carré. En régime permanent, c'est-à-dire l'énergie maximale lorsque I est maximal. Et le maximum de petit I, c'est grand IP. C'est l'asymptote. Ça y est, je passe à l'application numérique. J'utilise la puissance de 10. Je travaille dans le système international des unités. Et je trouve ceci joules que je peux convertir en divisant par 1000 millijoules. Donc, c'est la réponse B. Voilà pour ce qui est électricité. On arrive à l'exercice 7. C'est la partie nucléaire. On considère une source radioactive de l'iode 123. Voilà. On veut donc sa masse molaire, c'est 123 grammes par mol. Sa période, c'est 14 heures. Sa période ou bien sa demi-vie, c'est la même chose. Ça, c'est l'ancienne appellation. Et sa masse initiale, petit m0, c'est 5 grammes. Donc, je dispose d'un échantillon de l'iode 123 dont la masse est 5 grammes. On me donne ces petits calculs logarithmiques, j'en aurai besoin lors des calculs. On vous donne la constante, la constante d'Avogadro, Na, ou le nombre d'Avogadro, 6,10 puissance 3 par mol. Ça y est. On vous demande le nombre initial d'atomes contenus dans cet échantillon. C'est-à-dire chercher grand N, indice 0. C'est le nombre de noyaux initial. Voilà. Je simplifie les données. Voilà l'iode 123. Voilà sa masse molaire, sa demi-vie, sa masse initiale. Nombre d'Avogadro. Il faut connaître ça par cœur. Voici la relation qui lie la masse et le nombre de noyaux contenus dans la masse. C'est M0 sur grand M est égal à N0 sur Na. Et je déduis N0. Voilà, ça y est. Je veux chercher N0. Je connais Na, M0, voilà, M0, et la masse molaire. Je trouve 2,45, 10 puissance 22 noyaux. C'est la réponse C. Ça y est, on passe à la question Q33. Voici la bonne réponse. Dans cette situation, on suppose que l'activité initiale au moment de la fabrication de la
la source radioactive, diode, et voilà, ça c'est l'activité initiale. Une durée delta T passe. Voici la nouvelle donc activité. Quelle est cette durée qui s'est écoulée entre l'instant initial où A0 égale 10 puissance 16 becquerel et T ou bien T1, l'activité égale 10 puissance 15 becquerel. Quelle est la durée donc qui s'est écoulée entre cette valeur et cette valeur? Il faut cocher la bonne réponse. Voilà comment on procède. Voici l'axe du temps. L'activité initiale à 0. Il faut faire ce schéma, ça facilite l'assimilation. À un instant T, voilà le A. Ça y est. Je sais d'après le cours que A restant à un instant T, c'est celle-là. A restant, il faut dire restant, hein, à l'instant T. C'est la initiale fois l'exponentielle, moins lambda T. Lambda T. Lambda, c'est Ln sur la demi-vie. Ça y est, ça c'est le cours. Voilà, j'isole ce rapport, A sur A0, et l'exponentielle, ça c'est lambda, moins lambda. Pour ce rapport, le même temps, ici, l'unité de ce temps, c'est l'unité de la demi-vie. Si vous prenez t en seconde, la demi-vie c'est en seconde. Si vous avez un siècle, vous mettez la siècle. Si vous avez heure, vous mettez la heure. Vous conservez le même temps, ça ne change rien, puisque vous allez simplifier. Il ne faut pas nécessairement convertir en secondes. Donc, jour, jour, heure, heure, siècle, siècle. Voilà. Je viens d'introduire le logarithme népérien, ln, pour me débarrasser de l'exponentielle. Voilà. Et je tire, petit t, c'est la durée, c'est la question demandée, c'est ceci. Bien sûr, je vais utiliser en route les ln donnés. Et je trouve 22 heures. Donc, 22 heures se sont écoulées entre ce A0 et ce A, c'est-à-dire cette durée. Donc, il faut cocher la réponse A. Maintenant, on va étudier une onde lumineuse. Et je commence la lecture. La lumière d'un laser est diffractée par une fente de largeur A. Il faut souligner ça. A égale ceci, millimètres. On observe la diffraction sur un écran situé à la distance grande D. Ça y est? Donc, entre la source et l'écran, il y a cette distance. La longueur d'onde de cette lumière est ceci, 620 nanomètres. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Ça y est? Question Q33. Quelle est la largeur de la tasse centrale? Donc, on veut demander si grand tel. Voilà comment il faut procéder. Voilà la fente. Voilà la fente. Ça y est. Voilà l'écran de projection. Voilà la grande D, la distance qui sépare la fente et l'écran de projection. Ça y est. Voilà l'écart angulaire. C'est un cône lumineux de demi-angle θ. Voilà la frange centrale. Elle est centrée au voisinage de O, ce point, le centre. Ça s'appelle la tache centrale. C'est là où l'intensité lumineuse est très intense. On vous demande cette largeur. Ça y est. D'après le cours, je sais que l'écart angulaire, c'est-à-dire le demi-angle de ce cône lumineux, c'est lambda sur A. C'est un postulat. Ça se vérifie en laboratoire. Il n'y a pas de démonstration de cette relation. C'est une relation empirique. Elle se vérifie par les calculs, par l'expérience, en laboratoire. Ça, c'est dans le cours. Et donc, il faut l'apprendre par cœur. Et d'après le schéma, si je prends ce triangle-là, rectangle ici, voilà, je prends la tangente de cet angle, c'est L sur 2 sur grand D. Tangente de ce θ, c'est L sur 2 sur grand D. Or, θ est petit.
Toujours en lumière, les angles sont petits. Donc, tangente θ, c'est θ. Donc, θ égale L sur 2. Normalement, j'ai ici tangente. Puisque θ est faible, tangente, θ, c'est θ. Voilà. Donc, ce système d'équations, il me donne ça. Et je tire L. Donc, L, ici, c'est la largeur de la tasse centrale. Dans certains cas, on l'appelle grand D. Et cette distance, on l'appelle grand L. Faites attention. Respectez la notation qu'on vous donne. Et je passe à l'application numérique. Donc, si vous choisissez 10 mm, vous trouvez L en millimètres. Si vous choisissez en D et en lambda et en mètre, vous trouvez la mètre. Donc, D, lambda, A doivent être calculés par la même unité. Millimètre, 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 vous trouvez millimètre. Ou bien mètre, 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 vous trouvez mètre. C'est à vous de choisir. Et voilà, je fais les calculs. J'exploite les puissances de 10, les simplifications, les divisions faciles. Et je trouve que la largeur, c'est 15,5 mm. Donc, il faut cocher B. C'est la bonne réponse. Et je passe maintenant à l'exercice 9. Voilà. Voilà, l'exercice 9, le voilà. Toujours l'onde lumineuse. Un laser émet un faisceau de lumière monochromatique qui se propose dans le milieu transparent homogène d'indice de fraction. Donc ici, cette lumière, elle se propose dans un milieu d'indice n égale cette valeur. 4/3. Sa fréquence et sa longueur d'onde dans le milieu précédent sont respectivement. Donc, on veut dans la fréquence nue, inconnue, et sa longueur d'onde. On donne la valeur de la célérité de la lumière, vous la connaissez, c'est 3 × 10⁻8, et on vous demande calculer la fréquence de cette onde lumineuse. Donc, j'ai une onde lumineuse, on me donne la longueur d'onde, l'indice de propagation, la célérité de la lumière, et on me demande la fréquence de cette onde. Ça y est, voilà, je résume les données. Voilà l'indice du milieu, voilà, c'est 1,33. C'est l'eau. 1,33, c'est l'indice de l'eau. Le vert, c'est 1,53. Donc, il s'agit ici de l'eau. On s'en fout, l'essentiel, c'est n égale 4/3. Voilà la fréquence nue. Voilà lambda. Voilà C. Voilà les données. Je veux la fréquence nue. Je sais que c'est le cours. Dans le vide, lambda 0, la longueur d'onde, c'est C sur la fréquence. Dans un milieu quelconque, lambda égale à V sur la même nue. Donc ici, l'astuce, ne pas changer nu. Nu, la fréquence d'une onde lumineuse reste invariable. Elle ne change pas avec le milieu. Lambda change, la célérité change, mais la fréquence, elle conserve sa constance. Elle reste invariable. Retenez ça par cœur. La fréquence d'une onde ne change pas, même si je change de milieu. Voilà. Voilà, et je sais que l'indice n est égal à C sur V. C'est un système à 3 équations. Je déduis facilement ce rapport. Lambda 0 sur lambda égale à n. Lambda 0 sur lambda égale à n. Et donc lambda 0 égale n lambda. Lambda 0 égale ceci. Vous voyez? 720 nanomètres. Je déduis que nu, c'est égal à C sur lambda 0. J'ai trouvé lambda 0, je vais l'utiliser pour déterminer nu. Les calculs, voilà. Et je trouve nu égale 4 × 10⁵ gigahertz.